C'est à ma naissance que la famille a perdu une partie de son nom. L'officier d'état civil s'était trompé. Le Hénaf était devenu Hénaf, tout court. Après tout, c'est plus simple comme ça, avait dit mon père. Alors nous l'avons gardé. Et nous sommes restés sur ce bout de terre battu par les vents. Ce Finistère où personne n'a le luxe de s'encombrer de fioritures. Parce qu'après nous, il n'y a plus rien. C'est un son, un tempo qui cadence sa vie depuis l'enfance. Loïc Hénaf a beau dire qu'il n'était pas né pour diriger, son destin l'a rattrapé. C'est bien? C'est simple. D'accord. Voilà du pâté Hénaf, cru, qui vient juste d'être mélangé, c'est-à-dire que c'est du porc, du sel, du poivre, des épices. C'est un peu notre saint Graal ou notre symbole. Mais oui, c'est celui qui a fait la réputation de la maison et puis la prospérité de l'entreprise. Une entreprise centenaire, c'est aussi des savoir-faire, c'est des petits secrets, c'est 1001 détails. Il y en a un certain nombre derrière moi. Et donc on les partage pas. Et ça ne se dévoile pas. Voilà. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père se sont succédés ici avant lui. Bonjour. Bonjour. Et cette salle-ci, cette pièce principale date de 1907. Le premier atelier était ici. La photo où on voit Jean Hénaf, Michel Hénaf, Marie-Corentine Daniel, c'est ici. Une lignée déterminée à faire vivre un bout du monde. Malgré l'isolement, 2 guerres mondiales et les sirènes de la délocalisation. Faire du pâté neuf ailleurs, ce serait trahir les fondements de cette entreprise. Au-delà de trahir ceux qui l'ont fabriqué ici, et la centaine d'années où il y a eu du cœur à l'ouvrage, de l'attention, du soin, de l'envie de bien faire, c'est trahir tout ça. Hénaf, c'est une histoire de labeur et d'obstination bigoudaine qui mêle les destins d'une famille et de tout un village depuis plus d'un siècle. C'est une épopée qui commence dans un pays de crève-la-faim. Un pays fait de boue et de chemins creux. Un pays que beaucoup doivent quitter. Ils sont dans la survie au jour le jour. Quand on lit des inventaires après décès, ce qu'ils lèguent à leurs enfants, c'est rien du tout. Hein, ils ont travaillé toute leur vie, mais ils n'ont rien. Rien à voir avec la Bretagne des ports de pêche et des sardineries qui se développent alors.
À Poudrezic, l'océan ne charrie que du goémon. Ces algues que l'on sèche, que l'on brûle pour obtenir un peu de soude et la vendre au plus offrant. Le bourg est à plus de 4 km du littoral. Une sorte de no man's land. Jean Hénaff, un paysan un peu plus riche que les autres, refuse cette fatalité. Il a une idée, mettre en boîte les haricots et petits pois qui poussent dans les champs. Il convainc 2 notables de la région de l'aider à bâtir une conserverie. Il s'endette, achète un terrain et construit les bâtiments juste à la sortie du bourg. Alors quand j'étais enfant, ici c'était tout simplement des prés, des champs en général, avec une petite route quand même, voilà. Jean-Jacques Hénaff connaît l'histoire familiale comme d'autres leur catéchisme. Les archives, ça embête tout le monde. Parce que l'entreprise grandit quand même progressivement et au fur et à mesure, on a besoin de place. Alors les archives, on dit ça ne sert plus, voilà. Quand on a dirigé l'entreprise pendant 50 ans, difficile de prendre sa retraite. 1067, 1048. Alors au milieu de son antre, Jean-Jacques revit un siècle d'aventure par procuration. Et c'est là qu'il a trouvé la preuve de l'audace de son grand-père. Ça y est, I got it. Voilà un livre que j'ai découvert aussi. Encore un hasard. C'est le tout premier livre de comptes de la conserverie. Chaque dépense y est consignée. Le 16 mars de 1907, achat d'un cahier de caisse. Donc achat de ce cahier de caisse, bien sûr. Et on voit que les premiers pois, achat de pois, le 17 juin. Entre mars et juin, 3 mois. C'est fantastique, hein, c'est quand même énorme, quoi. 3 mois, je sais pas comment ils ont fait. Je demanderais aujourd'hui à n'importe qui, on a 3 mois pour construire une usine, on me prendrait pour un fou. Jean Hénaff n'a aucun mal à trouver des bras. Le complément de revenu est vital pour ces paysans sans le sou, et il est l'un des leurs. Son affaire va être familiale. En plus, il vient d'une famille très nombreuse. Donc ça veut dire qu'avec les parents, les cousins, les beaux-frères, les belles-sœurs, les petits-cousins, les neveux, les nièces, il est apparenté ou allié à la moitié de la commune. Donc on lui fait confiance. Dans la toute nouvelle usine, on se doit de respecter les préceptes de l'Église catholique. Les bâtiments sont bénis, on ne travaille pas le dimanche et on ferme le vendredi saint. Le paysan s'improvise patron. Les affaires se font à l'arrière des charrues. Mais au bout de 2 ans à peine, les comptes sont dans le rouge et l'un des associés ne veut plus le suivre. Quimper, le 14 juillet 1908. Monsieur Hénaff, puisque nous n'avons plus d'argent ni l'un ni l'autre, je ne parle même pas de la société qui est à sec depuis l'année dernière, il vaut mieux arrêter puisque nous sommes dans l'impossibilité
de payer nos poids. Le Breton refuse d'abandonner. Mais il doit trouver une solution pour faire tourner l'entreprise toute l'année. Et c'est dans les fermes et les foires de la région qu'il va la trouver. Ben, il y en avait partout, en petite quantité. Il n'y avait pas de grands élevages. C'est chaque ferme qui avait ses cochons. Lui-même, mon grand-père, avait des cochons. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de mettre du porc en boîte. Voilà. Alors il s'est fait aider par un ancien cuisinier sur un paquebot qui était charcutier, qui était originaire de Paul Rosic. Et voilà. Et comme tout est bon dans le cochon, il décide d'incorporer tous les morceaux dans la boîte et mettre au point un assaisonnement à base d'épices. Et c'est comme ça que le pâté Hénaf est né. Alors c'est une incongruité, hein, c'est contre tout l'art de la charcuterie traditionnelle, puisque d'habitude, un charcutier, il va faire du jambon, il va faire des rôtis, enfin, il va séparer les différents morceaux. Et ici, on met tous les bons morceaux du cochon. Voilà. 110 ans plus tard, les Bretons affirment qu'ils seraient capables de le reconnaître les yeux fermés. Un gène de plus dans leur ADN. Un totem qu'ils font voyager sur les 5 continents. Mathieu Garel a été initié dès son plus jeune âge. Il a beau être chef d'un bistrot gastronomique à Paris, quand il est chez lui... Mais vous en avez ou c'est... Du pâté Hénaf ? Ouais. On a toujours un petit peu, une petite réserve. Je vous montre ? Tout bon breton, tout bon marin, forcément une boîte quelque part. Je me dis souvent que dès qu'il y a un peu de mer, on voit un breton, et dès qu'on voit un breton, il y a forcément une boîte de pâté Hénaf dans le secteur. Donc on peut en trouver partout dans le monde, en fin de compte. Ça ramène en enfance. Il y a 40 ans, chez ma grand-mère, on arrivait à Pont-l'Abbé, on avait une petite boîte de pâté Hénaf, des langoustines à manger pendant l'apéro. Et puis on commençait toujours avec une petite boîte de pâté Hénaf chez la grand-mère. On va cuisiner maintenant. Un des plaisirs du chef Garel, c'est de sublimer son pâté et de tester de nouvelles recettes. Aujourd'hui, on va faire un petit parmentier croustillant entre la terre et la mer, et évidemment sur une base de pâté Hénaf. Donc on peut voir qu'on est vraiment sur la qualité de produit. Hein. C'est pas de la mousse, c'est vraiment le cochon et un peu de gorge de porc pour y amener la matière grasse. Ça aurait du pâté, hein? D'accord. Hop. Et voilà une petite interprétation du pâté Hénaf. Une interprétation que Jean Hénaf n'aurait sans doute pas imaginée quand la première boîte sort enfin de son atelier en 1914. Ce qu'il ignore,
c'est qu'il vient de lancer son produit à la veille de la Grande Guerre, qu'elle va durer 4 ans et transformer tout le pays bigoudin. Il est 16h. À Pouldreuzic, comme dans toute la France, les paysans se courbent un peu plus encore. Au bourg et à l'usine, tout se fige. 1er août 1914. Je m'arrête au premier coup du tocsin, annonçant la mobilisation. Tous ceux en âge de porter les armes doivent gagner au plus vite Quimper, Brest ou Lorient. Jean Hénaf voit partir ses ouvriers et 4 de ses fils au front. En tout, ils seront 600 enfants de la commune à rejoindre l'armée française. Le Finistère est saigné. L'origine paysanne fait qu'ils vont se retrouver massivement comme fantassins aux premières lignes. Voilà. Ce n'est pas une volonté de les mettre là pour qu'ils meurent les premiers, mais voilà. En plus, alors ils étaient bretonnants pour beaucoup d'entre eux. Ils maîtrisaient assez mal le français. Vous imaginez partir de Pouldreuzic et se retrouver à Verdun, se retrouver à Amiens, etc. Ils ont froid. Ils ont faim. Pour améliorer l'ordinaire, l'État autorise l'envoi d'un colis par soldat. Une ligne de vie entre les poilus et leurs familles. En Bretagne, à côté des chaussettes, du chocolat et du savon, certains y glissent 1 ou 2 boîtes de ce nouveau pâté qu'ils ont goûté. C'est ainsi qu'ils commencent à dépasser les frontières du Finistère et à se faire un nom. Et plus les mois passent, plus les demandes affluent. 15 août 1917. Monsieur, ayant goûté votre pâté et l'ayant trouvé excellent, j'en ai expédié à mon fils, sous-lieutenant, au 260e d'infanterie. Je viens vous prier de bien vouloir m'adresser une caisse de 50 boîtes. Brest, le 16 février 1917. Cher monsieur Hénaf, je viens vous prier d'avoir l'obligeance de me rendre un petit service. C'est de m'expédier une caisse de 200 boîtes de pâté de porc. Je pensais pouvoir en retrouver en permission, mais de permission, on n'en accorde plus. 28 octobre 1918. Veuillez m'excuser de vous déranger pour une si petite commande. Ceci est pour notre jeune poilu qui attend toujours à Magnecourt le moment de monter en ligne. Au revoir, cher monsieur Hénaf. Alors qu'au début de la guerre, 4 porcs avaient été mis en boîte, 1 an plus tard, c'est 20 fois plus. Jean Hénaf se démène pour faire tourner son usine avec les femmes et les enfants. Sur le front, les Alliés reprennent enfin le dessus. Si Paris est en liesse, les familles attendent fébrilement le retour d'un frère, d'un fils, d'un mari. Il leur faudra des mois pour atteindre Pouldreuzic. Un des fils Hénaf revient mutilé. Un autre meurt de ses blessures. La famille est endeuillée comme plus d'100 au village.
Dans ce siècle qui vient de basculer, Pouldreuzic va être confronté à un nouveau monde et à des défis que nul n'imagine alors. Monsieur, ayant eu l'occasion d'apprécier votre pâté, j'ai pensé que, si le prix de livraison en gros était acceptable, je pourrais en faire consommer par les équipages. C'est un article nouveau qui n'est pas connu dans la marine. C'est le contrat que Jean Hénaff espérait. De quoi transformer l'essai marqué durant la guerre. La Marine nationale devient un client régulier. Tout comme les chemins de fer ou des hôtels de la région. De quoi offrir un avenir prometteur à ses fils, peu à peu associés à l'affaire. La modernité surgit. L'usine s'agrandit et s'impose dans le paysage, tout comme Kérastel, la bâtisse que se fait construire le patriarche. À quelques mètres, le train passe de plus en plus souvent. Dans le bourg, les premières voitures apparaissent et l'électricité éclaire les maisons du centre. Si Pouldreuzic bat au rythme de l'usine et du progrès, l'Église continue de régir les mœurs des paysans, ouvriers et commerçants. Si on n'allait pas à la messe le dimanche, on était ipso facto exclu de la communauté. Il ne restait plus qu'à aller s'exiler à Paris, chez les sauvages, chez les mécréants. Jean Hénaff est l'un de ces catholiques fervents. Il défend l'ordre ancien et cette Église, qu'il considère comme menacée depuis que la République laïque veut imposer sa loi. Cette République qui a voté la séparation de l'Église et de l'État. Déjà en 1906, Jean Hénaff était l'un de ceux qui ont cadenassé les églises du Finistère pour s'opposer à l'armée, venue recenser les biens. Et qui depuis combat farouchement ces anticléricaux qui gagnent du terrain jusque dans le canton. Ce ne sont que des bouffeurs de curés. Ils ne voient que le péril clérical. Leur but est tracé par la franc-maçonnerie, faire la guerre à la religion et aux travailleurs. Mon grand-père, au sens propre du mot, il était réactionnaire. Bien sûr. Il ne faut pas se laisser tondre comme ça. Des écoles ici de Pouldreuzic ont été vendues. Le presbytère a été vendu. Enfin, vers quelle société allait-on? La République, oui, mais très bien. Mais la République, si c'est pour aboutir à ça, non. D'autant que le péril rouge se rapproche toujours plus. Jusqu'à Pont-l'Abbé, à moins de 15 km de là. On y chante même l'Internationale en breton. Face à la menace, Jean Hénaff décide de partir en campagne. Il sillonne le pays, finance la scolarité d'enfants pauvres, joue de son pouvoir d'influence et s'affiche
sans jamais quitter son costume de patron paysan bigoudin. Maire, conseiller général, il est élu et réélu. Léon Blum et le Front populaire ont beau gagner à Paris, à Pouldreuzic, les Blancs résistent à la vague. Avec de longs promontoires, jonchés à la base d'une mosaïque de galets bariolés. Et alors que les premiers congés payés métamorphosent le littoral, à l'usine, le temps semble n'avoir aucune prise. L'artisanat traditionnel contraste avec le métier standardisé de la mise en conserve à Paul Rosic. À Kérastel, Jean Hénaff a vu ses 13 enfants se marier les uns après les autres et donner naissance à la 3e génération. Des jours heureux qui vont brutalement s'achever et la réalité du siècle les rattraper. C'est la déroute. Cette fois-ci, la Bretagne n'échappera pas à l'invasion. Michel Hénaff, un des petits-fils de Jean, avait 6 ans à l'époque. Il se souvient parfaitement des conversations agitées entre son père et son grand-père. De l'angoisse qui règne au village. Plus l'armée allemande approche, plus les paroissiens implorent la protection de leur saint patron. On entendait parler, ah, les Allemands vont arriver, les Allemands. On se demandait qui étaient ces gens, on ne le connaissait pas, c'était des soldats. Puis quand même, dans un petit comme ça, on avait peur. À l'usine, son père et son oncle décident de démonter une partie des ateliers. Avec des ouvriers mis dans la confidence, ils cachent le matériel derrière des caisses d'expédition à l'abri de hangars. La production ne tombera pas aux mains ennemies. Il était temps. Le 3 juillet 1940, la Wehrmacht entre dans Pouldreuzic et prend possession de Kérastel, qu'il transforme en commandantour. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils avaient creusé des tranchées tout autour de l'usine, des tranchées. Et alors, ils ont installé aussi des canons autour de l'usine, dans nos champs. Et on avait peur, on demandait, pourtant, on était tout jeunes, mais on se demandait jusqu'où ils allaient aller. Toute la côte est minée. Les pêcheurs interdits de sortie en mer. Obsédés par l'idée d'un débarquement, les nazis érigent le mur de l'Atlantique. Des kilomètres de fortifications de béton et d'acier. La Bretagne est transformée en caserne ouverte. Ni résistants ni collabos, les Hénaff courbent le dos.
En novembre 1942, le patriarche meurt à 83 ans. À la mairie, son fils lui a succédé. Il doit répondre aux demandes incessantes des Allemands. L'usine est à l'arrêt. Et le père de Michel tente de subvenir aux besoins de ses enfants. C'était difficile. Il a fallu que mes parents se privent aussi. Encore, nous avions de la chance ici, parce que dans les campagnes, il y avait des boulangers qui fabriquaient. On allait la nuit chercher du pain, ou dans les fermes, on savait qu'on tuait un cochon. On essayait d'avoir un morceau. L'occupation pèse lourdement sur les familles. Et certains n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler à quelques kilomètres de là, pour casser du caillou sur les chantiers du Reich. C'était des Français, hein, majoritairement, qui étaient là volontairement. Hein, et, voilà. Et évidemment, mais ils sont allés là parce qu'ils étaient au chômage. Hein, en particulier, pas mal de marins-pêcheurs qui ne pouvaient plus aller pêcher en mer du fait du blocus allemand. Alors évidemment, ça a été pendant très longtemps tabou. Tout comme les viols et les assassinats qui sont commis à l'abri des regards. Gravés dans les mémoires, comme dans du granit, mais dont on peine toujours à parler aujourd'hui. Plus les années passent, et plus les Allemands sont sur les dents. En août 1944, alors que les bombardements ravagent Brest et Lorient, Pouldreuzik va vivre une nuit d'enfer. Je me rappelle qu'on s'était mis au grenier et on avait ouvert les lucarnes pour mieux voir. Mais c'était épouvantable de voir ces rafales de mitrailleuses. On entendait les balles siffler autour de nous. On avait peur que l'usine soit touchée. À 3 km sur la côte, les destroyers anglo-américains et ceux de la marine allemande se tirent dessus. Dans le grenier, aux côtés de Michel, sa cousine raconte. Avec le tintamarre effroyable, les roquettes éclairantes, la maison est secouée. Les portes claquent. Grand-mère est affolée et déplore la folie des hommes. Ma maman, la première chose qu'elle fait, quand les Allemands partent, elle commence à coudre un drapeau français de 3 mètres sur 2 mètres, bleu, blanc, rouge. Et mon cousin René, un vrai acrobate, il a fixé le drapeau au haut de la cheminée de l'usine et on le voyait de je ne sais combien de kilomètres. Je me dis, ça y est, on va retrouver la liberté. C'était difficile à définir parce qu'on ne savait pas ce que c'était, nous étions trop jeunes. Après 5 ans de guerre et 5 ans de remise en route, l'usine tourne à nouveau à plein. Les boîtes de légumes et de pâtés se vendent à nouveau par milliers. Michel est envoyé à Paris étudier la viande. Jean-Jacques, lui, intègre l'ESSEC, une grande école de commerce. C'est là qu'il réalise combien la France change à une vitesse folle et combien il sera difficile de survivre dans les supermarchés naissants comme celui d'un autre Breton. En visitant quelques magasins, notamment un supermarché à Annecy, j'avais trouvé des boîtes de pâté Enaf. On n'en vendait pas tellement, hein, savoir. Des boîtes de pâté Enaf dans un rayon de poissons. Ah, alors je me suis dit, ça va pas, ça. Et donc je suis allé les voir et leur dit, écoutez, c'est pas possible. D'accord, elle a le look d'une boîte de thon, mais c'est pas une boîte de thon.
Mais si la boîte est dans son temps, la PME familiale pâtit toujours du retard de la région. À Pouldreuzic, comme dans le reste du Finistère, on travaille et on vit comme avant la guerre. Alors que le reste de la France s'est modernisé à tout va, la Bretagne semble comme délaissée. Les Bretons vont alors s'unir pour forcer Paris à les aider. Oui, il ne s'agissait pas de revendiquer, il s'agissait simplement de construire. Nous, ce que nous voulions, c'est contribuer au développement de la Bretagne. C'était ça l'esprit. On ne supportait pas que l'image d'une Bretagne arriérée demeure. Élus, patrons et syndicats se fédèrent pour faire pression sur Matignon et demander à l'État d'investir dans leur région. C'est vraiment à la fin des années 60, en fait, et au début des années 70, que la Bretagne, que la Basse-Bretagne en particulier, c'est-à-dire la partie ouest de la Bretagne, bascule dans la modernité. On ne recule plus et on bascule vraiment et résolument dans une modernité sans retour. C'est le grand rattrapage. Les paysans d'antan deviennent des agriculteurs, à la tête d'exploitations toujours plus vastes. Des éleveurs qui doivent produire toujours plus de cochons. À Pouldreuzic, l'usine bénéficie à plein des investissements. En 1972, Jean-Jacques Hénaf prend la tête de l'entreprise. Bonjour. Bonjour, monsieur Hénaf. Belle bête. Je m'appelle Jean-Jacques Hénaf et dans mon usine à Pouldreuzic, on fabrique du pâté. Le jeune patron fait un pari, arrêter les conserves de légumes et multiplier par 3 les ventes de pâté. Vous voyez où on habite, nous aussi. Hein, bon, ça, il n'y a pas de doute que si on... Comme disait l'autre, quand on a une petite niche, il faut aboyer fort. Hein. C'est évident. Hein. Donc on était petits, on était à la pointe de Bretagne, il fallait pouvoir se secouer un peu là, oui. Dire qu'on était de Pouldreuzic faisait rire un peu, bien sûr. Parce que Pouldreuzic, c'est où? Où est-ce que c'est ça? Oh, c'est au fin fond de la Bretagne. Vous voyez, quand je dis ça, déjà, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Et puis le jour où j'ai vendu 1000 cartons à Marseille, ici à Marseille, je vends 1000 cartons. Marseille me paraissait pour moi le bout du monde. Hein. Bon, comme Singapour, si vous voulez. Hein. Bon. Si je vends 1000 cartons à Marseille, quand même, c'est que ça doit marcher. En 10 ans, la petite boîte bleue s'impose partout en France. Elle traverse l'Europe, puis atteint l'Asie, dont Singapour, l'Australie, et réussit même le tour de force d'obtenir le droit d'exporter de la viande aux États-Unis. « 35 millions de boîtes par an. L'usine embauche à tour de bras. En 1985, Jean-Pierre Lecohan avait 21 ans. Il revient tout juste du service militaire. Ma mère est rentrée un jour, comme quoi il cherchait du monde à l'usine. Bon, j'avais besoin de travailler parce que bon, il fallait donc mettre l'essence dans la voiture et surtout pouvoir sortir. Je ne m'imaginais pas rester là pendant 36 ans. Ça va? Voilà l'endroit où j'ai démarré en 85. Voilà, exactement à cette place-là. Voilà. Aujourd'hui, je pense que je serai encore capable de pouvoir piloter la machine. Jean-Pierre a gravi les échelons un à un.
Il a quitté les lignes de production pour diriger une équipe de maintenance. On va par ici. Voilà. C'est bon? Ils sont des dizaines comme lui à avoir grandi sous les cheminées de l'usine. On va faire la pause, on va boire un café. Voilà. Bonjour. Oh, bonjour les gars. Salut. Non, je vais aller là, dans mon coin. Ah oui, c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Ah ouais, on va aller boire un coup. Ah ouais. J'ai été à l'école avec Jean-Pierre, moi. Et on se connaît depuis la maternelle. Ouais. J'ai encore des photos qu'il faut que je regarde. Moi aussi. Ouais. J'ai une photo dans mon coffre. Ouais. À l'époque, quand les CE faisaient des sorties, c'était sortie de l'entreprise, donc c'était en car, il y avait 2 cars. La mère travaillait, donc la mère y allait, le père y allait, ben nous on suivait. Donc on était déjà dans le bain, tout petit. Après, de bouche à oreille, si la personne voulait rentrer dans l'entreprise, bah, s'il y avait des affinités plus rapprochées, bah, c'était plus facile pour pouvoir avoir un poste. Quoi. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de CV. C'était tu as besoin de travailler, tu travailles. C'est le fils d'un tel. Ah ouais, ceux-là sont bosseurs. Donc c'était comme ça que ça se faisait. On a démarré l'entreprise ensemble, on a été embauchés ensemble. On a travaillé ensemble. Dès qu'on pouvait, vendredi, si on pouvait finir de bonne heure, on finissait de bonne heure. On allait boire un coup ensemble, on passait les soirées ensemble. Le week-end, ben, c'était le foot, donc c'était les derbies, donc on se voyait tout le temps. Donc voilà, ça, bien sûr, ça a forgé quelque chose entre nous. Ça fait partie de l'intégrité du bourg de Paul-Rosic et de l'entreprise. Enfin, ouais. Ils font partie de Paul-Rosic, ouais. Oui, parce qu'à l'époque, vous allez à la banque, vous demandiez après, vous travaillez où? Chez NAF. Votre femme chez NAF. Ben, c'est bon, voilà. C'est... Entre guillemets, les portes sont ouvertes. Non, mais c'est vrai, voilà. C'est la sûreté de l'emploi. Voilà. Des années folles, des années fric. Alors même que la colère gronde tout autour. Pour les autres Bretons, les années 90 riment avec délocalisation, restructuration. Ils dénoncent ces groupes qui cèdent aux sirènes de la bourse. Les ENAF, eux, refusent de jouer avec leur portefeuille. Prendre un risque financier important, si c'est pour passer 10 ans à vivre comme un malheureux, non, moi je ne suis pas d'accord, donner ma vie pour uniquement faire du pognon, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, franchement, non, ça ne m'intéresse pas du tout. La famille veut conserver son indépendance. Vivre et travailler au pays, comme l'avait imaginé Jean, le fondateur. Au risque d'être plus fragile face aux crises du XXIe siècle. Ce matin, l'océan est à 7 degrés. Mais Loïc Hénaf ne s'est pas dérobé. Deux fois par semaine, il s'entraîne avec les sauveteurs en mer. Bon, moi j'ai faim, j'aimerais bien bouffer des pâtés. C'est vivifiant, ça fait du bien. En fait, il faut jamais s'arrêter. C'est toute l'année. Chaque semaine, parfois 2 fois, 3 fois l'été si on peut. Mais il faut jamais s'arrêter. Cette idée d'y aller quoi qu'il en coûte, elle est très présente. La vie de chef d'entreprise, elle n'est pas simple. Et donc, ouais, il faut réussir. Je sais pas, on n'a pas droit à l'échec, on n'a pas droit. Donc il faut y aller, il faut faire, il faut réussir.
Et donc oui, quoi qu'il arrive, on se dresse, quoi qu'il arrive, on y va. Cet ancien moniteur de plongée n'avait pas prévu de prendre la succession de son père. Nouvelle-Zélande, Australie, Loïc est parti loin, avant que son ADN de breton ne le fasse revenir. C'était en 2010, en pleine crise pour l'entreprise. Le prix du porc flambe. Les élevages intensifs sont accusés de maltraiter les animaux, de polluer les sols. Concentration des élevages, concentration des capitaux, concentration de la pollution. Les Bretons regardent avec amertume les dérives d'un modèle que certains ont perverti. Alors on pourrait très bien se dire l'entreprise ENAF elle n'est pas du tout concernée par le sujet, et ça c'est le problème des éleveurs. On ne peut absolument pas rester indifférent à ça, et donc moi j'ai envie d'en être, j'ai envie de participer à ces transitions-là, j'ai envie de participer à la réflexion parce que ça me passionne, parce que ça me plaît, parce que j'aime la Bretagne. Moi je pense que ce serait une faute que d'écarter ça d'un revers de la main. Il y a des sujets sur lesquels on est plus exigeant sur les conditions d'élevage des animaux, et là il faut aller voir sur le terrain. Désormais, priorité aux exploitations qui veulent avancer dans le même sens que lui. Comme chez cet éleveur, à 20 minutes de l'usine. Nous sommes entrés sur tes terres sans ta permission. Oh là! Allez. André Sergent produit 9000 porcs par an. Et depuis plusieurs années maintenant, les truies ne sont plus sur du béton en période de gestation. Ah. C'est fini, oui. Les truies, c'est pas des petits cochons. Elles sont costauds et elles me bouffent les pieds. Aussi, le sol, j'ai fait le choix de la paille. C'est quoi? C'est de l'orge, hein? L'orge, ouais, l'idéal, c'est... Ouais, et tu fais quoi de l'orge? La bouffe, quoi, pour les cochons. Oui, d'accord. Et la paille. Et il y a un lien entre le bien-être animal du cochon et la paille. Parce qu'en fait, le cochon, il mange des aliments concentrés, des céréales. Oui. Et le fait de lui donner de la paille, rassasie. Du volume. Et un animal qui est rassasié, il est bien. Il ronfle. Et donc, il est peinard. Et l'autre qui n'a pas, il n'est pas rassasié, il va agressif. Et tu la renouvelles pas pendant la période? Si, toutes les semaines, on met un ballot là-dedans. Tu m'as dit. Maintenant, après, il faut aussi être réaliste. Savoir que mettre tous nos animaux, de tous les élevages sur la paille, ça va être compliqué. Parce qu'on n'a pas la paille nécessaire en Bretagne pour faire ça. On l'a pas, tout simplement. C'est pour ça que, voilà, on fait en fonction de ce qu'on a. Voilà. Allez, ma mère, pousse-toi. André pourrait acheter de la paille dans d'autres régions. Mais cela lui coûterait une fortune de l'acheminer. L'équation paraît impossible à résoudre pour le moment. Ça, dans les fermes, il y a toujours des petits tracteurs. Hein. Ah ouais. Alors, pour trouver des solutions ensemble, Loïc veut réduire le nombre de ses fournisseurs pour tisser des liens plus directs et se parler sans langue de bois des attentes de la société. Là, en fait, on a un système où les mères sont enfermées dans une case pendant la durée de la lactation avec les petits. Au moment des naissances, les mères qui s'énervent, qui s'excitent, donc on a besoin quand même de les garder un peu en contention pour justement protéger ces petits, quoi. C'est un sujet qui est difficile et parce que ta présentation, elle est très technique et elle parle pas à tout le monde. C'est vrai que l'avoir comme ça pendant une période, plusieurs semaines contrainte, moi je pose le regard que la société pose parce que c'est les mêmes truies qu'on a vues dans la paille. Donc à un moment de leur vie, elles sont dans la paille avec les copines et à un moment de leur vie, elles viennent ici voilà. Quand c'est avec leurs petits. Et l'idée, c'est de trouver tout le long de leur vie de truie, leur vie de mère, des moments de contrainte les moins longs possibles. On est en pleine réflexion là, et puis d'ailleurs je vais te montrer là sur le catalogue là, où on en est.
Parce que donc, voilà, on réfléchit sérieusement au sujet. Ici, tu vois, je vais te montrer donc des différentes solutions. En fait, ici, on a un concept de cage bien-être qu'on l'appelle, quoi. Le concept permet d'ouvrir finalement la case. Et puis là, derrière, la truie pourra être libre avec ses petits dans un espace qui lui est dédié. Incroyable ce qui se passe aussi dans le... Pour André, cela représente 750 000 € d'investissement. Pour le coup, je pense que et pour Loïc, un cochon beaucoup plus cher à l'achat. 3, 4 grandes marques. Je peux pas lui dire, André, je veux ça demain matin, parce que de toute façon, j'ai pas les moyens de payer ça, et lui non plus. Mais de se le mettre dans un plan d'investissement et de se dire, c'est peut-être pas l'année prochaine, c'est peut-être pas l'année d'après, mais c'est peut-être encore l'année d'après. On n'est pas en train de les contraindre à faire, on est en train de travailler ensemble. Trouver comment on arrivera, encore une fois, à ce que sur notre territoire, on ait et des éleveurs et des transformateurs pour longtemps encore. C'est ça l'enjeu. Cette industrie de campagne qu'il défend, Loïc la conçoit résolument moderne. Question de survie. Alors pour promouvoir les produits bretons, il s'affiche sur les plateaux de télévision, aux côtés de grands navigateurs, comme Jean Le Cam. Comme ça, quoi, ça va? Ouais, bien. Comme son père, il s'attaque à relooker la boîte iconique, qui n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. Le risque de ne jamais rien changer, c'est de parler la mauvaise langue aux consommateurs. La génération précédente a vendu du pâté jusqu'en Asie. Eh bien lui, va un peu plus loin encore. Il n'y avait que cabillaud, homard et sarrasin. Au début, ils ont tous cru à une blague. Ça devrait aussi nous aider à limiter l'oxydation sur le produit. Mais non, c'est bien eux que la NASA et l'Agence spatiale européenne ont choisi pour concocter des petits plats aux astronautes. Allez, c'est parti pour le citron. Des recettes qui leur demandent des mois de recherche et qui font leur effet en orbite. Voilà. Maintenant faites. Ouais. Thomas Pesquet était d'ailleurs venu remercier les équipes après sa première mission. Alors forcément, quand l'astronaute français décolle, Houston et Pouldreuzic battent au même rythme. Minute de silence avant le décollage, là. Ah. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oups. Endeavour launches once again. 4 astronauts from 3 countries on Crew 2, now making their way to the one and only International Space Station. Vehicle is pitching Voilà, un peu de V9 qui s'en va. One Bravo. J'ai une petite émotion parce que c'est à la fois un projet d'entreprise, c'est un rêve personnel, et puis on a eu la chance de rencontrer Thomas et on est content que ça se passe bien pour lui. Ça fait du bien de travailler sur des choses comme ça. Ça fait du bien à tout le monde. Pourquoi ? C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'ambiance, c'est bon pour en étant un peu vulgaire, ça nous pousse au cul. C'est de la recherche et de développement appliqué à un projet un peu fou, mais c'est aussi de la recherche. Donc il y a tous les bons ingrédients d'un bon projet. C'est dans des moments pareils que les ENAF se disent qu'ils ont bien fait de s'accrocher à leur usine et à leur bout du monde.
Ça change du bureau. Ouais. Et j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin d'être un peu plus contemplatif. Et est-ce qu'on prend encore moins de temps pour soi quand c'est une entreprise familiale ? C'est évident et c'est inconscient. Hein. On se dit pas le matin, c'est une entreprise familiale, il faut que. C'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. On le fait sans trop réfléchir et parfois, donc il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Mais c'est un des dangers. Hein. Il y a un adage qui dit que c'est la 3e génération qui plante les entreprises familiales. Moi, je suis la 4e. Donc, j'évacue l'adage. Non, mais les 2 premiers ont bâti. Mon père n'est pas tombé dans l'ornière. Donc, moi, maintenant, c'est que du bonus. Secrètement, Loïc espère que la génération suivante continuera de faire vivre ce territoire. De creuser le sillon ouvert par le fondateur. Parce qu'après eux, il n'y a plus rien. Parce qu'après eux, c'est l'océan.